Euh, Bienvenue à la table ronde organisée pour la deuxième édition du Créatech. Je suis Louis Olive, on est à Tuile-d'Oison et je suis accompagné de François Gaboulet, Johan et Pierre Vogel. C'est une table ronde qui va porter sur le sujet du do it yourself. Alors, on va commencer peut-être juste par définir le sujet. C'est une pratique euh, qui se rapproche, on va dire, du fait maison. Ça veut dire littéralement fais-le toi-même. Et donc là, autour de la table, il y a trois géo trouve-tout, on va dire. Donc je vais peut-être demander à Pierre de se présenter en premier. Pas de souci. Bonjour, bonjour à vous. Moi je m'appelle Pierre, enchanté. Je touche un peu à tout. En gros, le DIY, je prends des vieux appareils. Moi, c'est plutôt tout ce qui est Minitel, vieux téléphone à cadran, tout ça. Je vais démonter et puis essayer de voir comment ça marche et puis créer des choses avec. Et je trouve ça intéressant de savoir comment ça fonctionnait avant et comment on peut réutiliser même des appareils qui sont plus utilisés aujourd'hui, quoi. Ok. Donc il y a déjà un peu l'idée de la récupération. Ouais. Toi, Johan, présente-nous ton parcours et comment t'en es arrivé à cette thématique-là, à ce mouvement-là. Alors, moi c'est Johan. J'ai été de base en fait directeur d'accueil de loisirs, donc je m'occupais d'enfants avec une équipe. Petit à petit, j'ai eu besoin en fait, on va dire, de changer et je me suis dirigé dans le domaine des lasers où on a énormément de possibilités, énormément de choses. Et pour vulgariser un petit peu ça, on va dire que on part en fait d'une idée. Et grâce au laser, on va pouvoir en fait la concevoir grâce aux matériaux ou autres pour donner en fait vie à notre idée, donner vraiment une forme physique en fait, plutôt que d'avoir en fait de partir de réutilisation un petit peu comme le rétromaton. On part vraiment cette fois sur une création entière en partant de ce qu'on a dans la tête. Très bien. Et maintenant, on va laisser la parole à François Gaboulet, qui est également président de l'association ZGen, qui organise le Créatech. Je suis pas seul. Ah. Je suis pas seul à organiser le Créatech. On est toute une équipe. Mais oui, on a organisé le Créatech. Alors moi, mon DIY, c'est un peu différent de Pierre et Johan. J'ai un besoin et comment je peux y arriver sans aller dans un magasin en grande surface et acheter le truc tout fait, quoi. Par exemple, je fais de la salaison. J'avais besoin d'un séchoir. Je me suis dit comment je vais pouvoir faire pour faire mon séchoir et le concevoir et que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu ma démarche à moi. Très bien. Et je salue également le chat, puisque là, je vois que sur Twitch, il y a une personne qui nous a envoyé un message, Omegadix. Donc, salut à toi et salut à ceux qui nous écoutent sur Internet. Le DIY, c'est quand même quelque chose de très très répandu. Il y a une dizaine d'années, en 2015, il y avait eu des sondages qui avaient été effectués et on pouvait voir qu'il y avait 2 personnes sur 3 qui pratiquaient la thématique et il y avait 70% de femmes par exemple qui aimaient bien effectuer les travaux pratiques qui trouvaient que c'était une façon de partager justement des occasions de partager des moments de la vie avec la famille, avec les proches, mais il y avait également 41% qui faisaient ce genre d'activité pour passer un bon moment et 26% qui
le vivre comme un moyen de renforcer la confiance en soi, de s'épanouir et de se valoriser, de valoriser son savoir-faire, ses talents. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à travers ce que vous avez dit là tous autour de la table déjà, on a ce retour-là en fait. Il y a déjà un besoin personnel qui nous amène à créer, à inventer. Juste, je descends un tout petit peu sur mon PC. Est-ce qu'il y a une différence entre le DIY et le bricolage ? Je sais pas. Pour moi, le DIY et le bricolage, les deux sont de pair. C'est la même boîte à outils. Pour faire du DIY, il faut bricoler. Pour bricoler, il faut faire du DIY. C'est quelque chose. C'est la boîte à outils. C'est comme un tournevis, c'est comme une perceuse. Il y a tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Pour moi, on a une petite nuance, à mon avis, entre le DIY et le bricolage. C'est que le DIY, on va plus souvent en fait aller faire une recherche de savoir comment faire. Si jamais c'est un produit qui est déjà existant, essayer de savoir comment ça fonctionne, comment du coup pouvoir y arriver. En fait, on a vraiment une recherche avant plutôt. À mon sens, le bricolage, on est vraiment sur voilà, je veux faire quelque chose comme ça, j'essaie de me débrouiller pour que ça fonctionne, pour y arriver. Alors que le DIY, on est vraiment sur une recherche de connaissances et de compétences avant. Donc pour toi, le DIY est plus technique que le bricolage. Dans un sens, oui, on pourrait dire ça. Mais ça ne dénigre en rien, de toute façon, en fait, le bricolage ou autre. C'est vraiment que pour moi, le DIY va plus loin, à mon sens. Moi, je trouve que le DIY, il y a quand même un côté où on va tester des choses. En fait, là où le bricolage... on a, comme tu disais, la boîte à outils, tout ça. Le DIY, c'est j'ai une idée, parfois une idée finale. Je ne sais pas comment je vais y aller, mais du coup, je vais essayer des choses et voir ce qui marche le mieux, en fait. D'accord. Donc, finalement, il y aurait quand même un peu l'idée de s'améliorer avec le DIY, alors que le bricolage, c'était peut-être quelque chose de plus primaire. C'est peut-être un peu grossier de le présenter comme ça, mais peut-être oui. Finalement, on sent quand même dans vos parcours à tous et là autour de la table qu'il y a quand même un peu l'idée de toucher à quelque chose de très précis, de très qui nécessite quand même d'avoir une curiosité, d'avoir un... Oui, il faut faire de la recherche, il faut regarder ses erreurs, c'est des fois du désespoir aussi, ça marche pas mon truc, ou alors c'est l'euphorie, chouette, j'ai inventé quelque chose qui fonctionne. Je sais pas si tu as la référence. Oui, je vois. J'ai bien compris la ref, mais... donc finalement, le DIY, c'est comme une démarche profonde qui touche à un certain nombre de facteurs, de domaines de la vie. On a peut-être un peu l'idée justement de prendre une forme d'indépendance nouvelle par rapport à la société qui nous entoure. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Oui, je pense. Et puis il y a le côté où, comme tu disais, parfois on va chercher à répondre à un besoin et soit il va falloir aller dans un magasin l'acheter ou le commander sur Internet, attendre pendant 3 semaines, 1 mois pour l'avoir. Et on peut trouver des alternatives par le DIY justement, de faire des choses par nous-mêmes pour répondre à ces besoins-là, quoi. Donc c'est vrai que, et en plus c'est bon pour la planète, il faut réutiliser. Je pense que le mot bricolage en fait c'est un terme
qui est très souvent utilisé, qui a été très utilisé par beaucoup de monde sur une très très longue période, sur plusieurs années ou autres. On entend souvent, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, je vais bricoler, etc. Et je pense que si l'expression DIY est apparue, c'est que vraiment on a quelque chose en plus, on n'est pas du tout sur les mêmes termes ou autres, on est sur quelque chose, à mon avis, d'un peu plus poussé. Si on part sur un exemple alors vraiment très extrême, je dirais, imaginons on a une boîte qu'on cherche à rajouter un couvercle. Pour ce couvercle-là, on veut lui mettre une charnière. Le bricolage, on va aller acheter la charnière, on va fixer la charnière nous-mêmes. Le DIY serait peut-être justement de fabriquer cette charnière-là pour l'installer après. Voilà, on va en fait un tout petit peu plus loin. Mais encore une fois, ça ne dénigre en rien le mot bricolage ou autre, quoi. C'est juste que du coup, la réflexion, à mon sens, la recherche est poussée un peu plus loin. Voilà. C'est une démarche un peu différente en fait. On va vraiment, y a un peu un côté ingénierie dans le DIY, côté ingénieur plus que, comme tu disais, bricolage où on va aller en magasin acheter la charnière, quoi. C'est aimer contourner la facilité, l'achat pas compulsif mais rapide, facile, et dire comment je peux faire autrement et peut-être améliorer, avoir plus de fonctionnalités en le faisant moi-même, en créant quelque chose que je vais après, une technique que je vais acquérir et évoluer dans la connaissance, dans la création aussi. Oui, puis juste, je pense que finalement, bon, c'est juste que effectivement, en vous posant ces questions-là, je voulais savoir si, selon vous, le terme de bricolage, en fait, ne pouvait pas, avait du mal justement à intégrer toute cette partie réflexive, toute cette réflexion, toute cette ingénierie qui finalement semble déjà dans le DIY très inclus, quoi. Personnellement, je pense qu'on commence par faire du bricolage, ouais, pour acquérir des techniques, des mouvements, de la connaissance de certains matériaux, et après on évolue vers le DIY et de plus en plus complet, quoi. Je pense qu'on est vers une recherche aussi un petit peu, quelque part aussi de fierté, parce que la fierté de réussir à faire quelque chose, la fierté de sortir quelque chose, que ce soit de nos têtes en création complète ou à partir de recyclage en réutilisant des matériaux. Et comme tu dis, voilà, on part du bricolage, on a un besoin, on a quelque chose, on a peut-être un résultat qu'on cherche à avoir assez rapidement en fait avec le bricolage, et en fait on a un premier résultat. Et puis ce résultat-là, on voit qu'il a quelques défauts, ou alors on voit qu'il a des axes potentiels d'amélioration. Et c'est à partir de là que commence en fait, potentiellement une recherche d'acquisition, que ce soit de savoir ou de compétences, pour en fait, faire une deuxième version, une troisième version, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convienne en fait, parfaitement, et dont on soit en fait, fier de dire voilà ce que j'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et effectivement, je rebondis là-dessus parce que toi, tu as ramené sur scène quelque chose que tu as confectionné. Il est de l'autre côté. Donc ça, est-ce que tu peux nous montrer de quoi il s'agit? Oui. Alors, moi, je me suis spécialisé un petit peu dans tout ce qui est boîte avec des mécanismes, parce que on est vraiment sur une boîte avec un mouvement, que du bois. C'est une des conditions que je m'impose, de ne pas utiliser par exemple de plastique ou de métal pour ces créations-là. Donc la réflexion de base, c'était de créer en fait une boîte qui est en forme de livre, en fait entre guillemets avec un trompe-l'œil. Et puis petit à petit, on veut lui rajouter du mouvement, on veut qu'elle soit comme ceci, comme cela. Cette boîte-là, c'est par exemple la 3e version, 3 ou 4e version. Pour en arriver jusqu'ici, il y a eu des essais, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, mais les réussites n'étaient pas forcément bien, donc du coup on a persévéré. Je travaille avec ma femme pour justement concevoir ça. On a vraiment une réflexion, on part juste d'une idée vraiment générale et on conçoit vraiment tout nous-mêmes. Et après, du coup, on a la fierté de voir que ça réussit à fonctionner. Si tu veux bien essayer de l'ouvrir, justement.
C'est une boîte qui s'ouvre à l'aide d'un mécanisme qu'on tourne. Et il y a tout un... comment on appelle ça quand les... On a un système en fait d'engrenage, oui, voilà, qui est entraîné par comment dire, le pignon du milieu, et du coup en actionnant ce pignon, tous les engrenages du coup rentrent en action pour en fait venir ouvrir le couvercle, ce qui est un petit peu magique, et c'était ça en fait l'idée. Voilà. Alors je l'ai entre les mains, je confirme, il n'y a pas un bout de métal, même sur les axes. Et ayant fait un peu de mécanique, je trouve vraiment formidable d'avoir un ensemble de pignons comme ça, qui soient entraînés sans blocage. C'est en mécanique avec de l'acier, c'est hyper complexe à faire ça. Moi je trouve ça vraiment remarquable en termes d'entraînement. Moi, toi, au début, tu me proposes ça, tu me dis j'ai envie de faire ça. Je dis mais arrête, t'es fou. T'es fou. Oui, et en plus, il y a tous ces angles droits. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe, quoi. Et c'est quelque chose, après, voilà, que personnellement, je sais qu'il y a 6 mois, j'étais pas forcément capable de faire. Et c'est ça, justement, le DIY, c'est la recherche, en fait, de compétences, la recherche de connaissances. On a un but, on veut l'atteindre, on a une idée générale, on n'a pas forcément l'idée du produit fini. Moi, je sais que quand j'ai commencé à avoir la réflexion, je savais pas forcément que les engrenages allaient se placer à tel endroit. Je savais, voilà, j'avais vraiment l'idée globale, je savais à quoi je voulais aboutir, mais j'avais pas forcément justement le cheminement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais il m'a fallu des années pour pouvoir y arriver, des années pour pouvoir faire quelque chose comme ça. On est vraiment sur une pièce qui est complexe, mais ça peut en fait illustrer vraiment le DIY, la fierté d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça, à le sortir. Donc moi, totalement de ma tête, ce qui est un petit peu différent de toi avec ton rétromaton, oui. Mais le résultat est là aussi, quoi. Mais moi j'ai une question du coup par rapport à ça. Tu dis que c'est la 4e version. À quel moment tu sais que c'est la version finale? Alors je suis même pas capable de te dire que celle-là c'est la version finale. Parce que j'ai d'autres boîtes que justement je modifie au fur et à mesure. Parce que dans le temps, je me dis je rajouterais bien une petite chose ici, je ferais bien une modification là, etc. Voilà, on est vraiment aussi, mine de rien, il y a aussi l'étude de la durée dans le temps. Est-ce que la durée dans le temps va révéler que potentiellement on peut avoir quelques faiblesses à certains endroits ou autres? Voilà, donc on est vraiment dans une recherche constante d'amélioration. Oui, je comprends un peu ce truc-là de vouloir toujours rajouter ou modifier des choses. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait. Ça marche, oui, mais à utiliser après, on s'aperçoit que, tiens, j'ai cette fonction-là qui n'est pas là, ça serait pas mal. Moi, je vois dans mon fumoir, j'explique un peu mon système. Je fais de la viande séchée, fumée, et même des saucissons style pitina, béret basque, donc pas de peau. J'ai récupéré un vieux frigidaire, j'ai mis un capteur de température, un capteur d'hygrométrie, des relais de domotique, et j'ai relié ça à mon home assistant qui est dans mon bureau au premier étage. Et je gère ma température, mon hygrométrie comme ça. Mais derrière, au bout de 2 ans d'utilisation, on s'aperçoit que j'ai mon humidité, quand je charge tout de suite, j'ai mon humidité qui monte, j'ai du mal à redescendre, donc j'ai rajouté une fonction, j'ai rajouté de la régulation. Et tout le temps, quand on crée quelque chose, on s'aperçoit, ça y est, ça fonctionne, ma boîte elle s'ouvre, mon séchoir il sèche, j'ai une belle fleur autour de mon produit. Mais oui, tiens, j'ai un engrenage qui tient pas bien parce qu'il y a un peu de porte-à-faux. J'ai une température qui monte de trop quand je charge tout de suite. Donc faut que je gère mieux ma régulation de température. Après, je sais pas au niveau du rétromaton ce que tu as découvert, mais voilà, on est content mais insatisfait parfois. Mais c'est pas pour ça du coup que justement ça fonctionne mal ou que ça ne fonctionne moins bien dans le temps. Tout à fait. C'est juste tout à fait. Une personne qui de toute façon utiliserait ton séchoir, utiliserait le rétromaton, utiliserait une de mes boîtes ou autre, serait contente en fait de ce qu'elle a. Mais c'est juste qu'elle n'est pas forcément justement dans cette démarche du do it yourself à se dire voilà toujours plus loin. Alors que nous nous qui les créons, nous qui les avons conçus, etc., on est entre guillemets des éternels insatisfaits parce qu'on sait très bien qu'on peut faire encore plus, quoi.
Voilà. Ouais, On a mis le doigt dans l'engrenage et on n'arrive plus à s'en sortir, entre Et guillemets. effectivement, avant de passer à une autre question plus générale, toi, Pierre, quand tu as conçu le rétromaton, c'était quoi qu'est-ce que tu recherchais à faire, quel besoin tu cherchais à combler? Pour le rétromaton, c'était un peu différent puisque à la base, c'est venu vraiment de la récupération d'un Minitel. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec sans trop dénaturer le côté Minitel. Je voulais pas changer l'écran à l'intérieur ou quoi. Et j'ai commencé à bidouiller avec une carte Arduino. Merci le collège pour ça. Et j'ai commencé à essayer de... Vu qu'avec le Minitel on peut afficher des pixels blancs, des pixels noirs, je me suis dit pourquoi pas essayer de prendre une image, la convertir en un certain format et pouvoir l'afficher sur cet écran là. Donc tout est parti de là, et après je me suis dit si on en est là, pourquoi on peut pas mettre quelque chose qui pourrait prendre une photo, la passer dans ce code là pour pouvoir la transformer et puis l'afficher sur le Minitel. Et plus ça va, plus j'ai rajouté des trucs. Et en fait, comme tu dis, éternel insatisfait, c'est que parfois il faut savoir se dire ça j'y touche plus, parce que sinon on va toujours tout le temps changer, il n'y a pas de fin en fait. Et donc au-delà de l'idée de la récupération, du bricolage qui est très très poussé, qui va jusqu'à l'ingénierie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions justement qui peuvent être abordées à travers ce genre de travail, dimension philosophique, une sorte de militantisme écolo aussi peut-être, parce que c'est vrai que toi tu travailles le bois. Faire un rétromaton, reprendre un Minitel, ça permet de faire de la récup d'un vieux matériel, lui redonner une seconde vie. Est-ce que ça vous a permis de toucher à d'autres volets au-delà du bricolage et de l'ingénierie en elle-même? Oui, c'est vrai qu'il y a la démarche un peu écologique où justement on va toujours, moi dans mon cas, je vais toujours essayer de récupérer à droite à gauche, que ce soit un PC pour des composants et pouvoir vraiment fabriquer à partir de choses qui sont déjà là, qui sont déjà présentes en fait. Et oui, je pense que c'est quand même une part importante en tout cas dans le DIY quoi. On est un petit peu dans le rendre ce qu'on trouve, ce qu'on donne, etc. Voilà. Moi, je peux pas avoir en fait cette démarche comme toi, vu que je ne fais pas, je suis pas avec en fait de la récupération ou autre. Je travaille à partir de planches de bois, etc. Mais du coup, moi, je suis allé plutôt en fait à prendre en fait un engagement. C'est-à-dire que comme j'utilise énormément de bois, parce que du coup voilà, le bois c'est mon matériau de cœur, c'est ce que j'adore, etc. On a déposé en fait une marque avec ma femme de carnets où on conçoit des carnets, on vend des carnets, etc. Et sur chacun des carnets vendus, on s'est engagé en fait à replanter un arbre par le biais d'un don et une association, donc pour en fait la reforestation ou autre. C'est notre principe, voilà, de vouloir en quelque sorte boucler la boucle. Voilà. Alors moi, vous allez rire parce que c'est plutôt un DIY et une philosophie égoïste. Parce qu'en fait, mon séchoir, c'est pour mon estomac. J'aime bien manger, j'aime la bonne table, donc c'était ça mon but. Hein. Et après, c'est sûr que derrière, c'est l'autre philosophie, c'est de la récupération, c'est peut-être un petit peu de comment dire, avoir un porte-monnaie avec des oursins dedans, ça peut être ça aussi, hein, la philosophie. J'ai pas beaucoup de moyens, je veux atteindre quelque chose qui va coûter 1000 dans le commerce, je peux le faire à 100 en récupération, me faire plaisir. Voilà, il y a aussi ce côté-là. Hein. C'est une sorte d'économie. Est-ce que tu n'irais pas aussi dans ce cas-là du côté du manger plus sainement? Parce que comme c'est toi qui le fais, tu sais ce que tu mets dedans. C'est meilleur,
C'est sûr qu'un bout de lard C'est fumé fait à ton fait goût. par moi et fait à mon goût, et salé à mon goût, poivré à mon goût, séché à mon goût. Si je vais en grande surface l'acheter, je ne trouverai pas la même chose. Si je vais chez un agriculteur qui vend son cochon préparé et tout, il va être meilleur qu'en grande surface, mais il ne va pas forcément être à mon goût. Voilà, on peut toujours discuter après avec l'agriculteur, le producteur, comment faire baisser le sel, baisser le poivre, plus séché, moins séché. Et ça, c'est une affaire de goût. Lui, il va sortir un produit qui va plaire à un maximum de personnes, comme toi avec tes boîtes. Tu essayes d'avoir un créneau. Moi, c'est juste égoïste, c'est pour mon bien-être personnel. Voilà, donc c'est une autre philosophie. Le DIY en décoration, c'est pareil, c'est une philosophie de bien-être chez soi. Non, mais la question m'intéressait parce que c'est vrai que quand on est passionné d'informatique, d'électronique, de décoration intérieure, mais quand on est passionné aussi par les objets anciens, il y a toujours la passion de ce que l'objet permettait de faire à l'époque où il a été conçu, et puis finalement à travers ce que vous faites vous, il y a l'idée de lui redonner une seconde existence, ou peut-être de remonter dans le temps, comme toi avec ton séchoir, parce que finalement, le séchoir, il y en avait beaucoup, il y a une centaine d'années dans les fermes, à la campagne, dans les maisons des personnes, mais aujourd'hui, les gens n'en ont plus du tout. Donc finalement, ça permet de mobiliser des parties de son cerveau. Je pense que c'est très... ça a beaucoup de bienfaits, quoi, peut-être aussi. Tout à fait, c'est une occupation, c'est au quotidien une réflexion, c'est de la recherche, parce que je me suis appuyé sur beaucoup de réseaux Facebook, qui est pour moi une grande source d'apport de techniques, d'échanges d'utilisateurs. Aujourd'hui, on décrit beaucoup les réseaux, mais tout dépend comment on les utilise. Moi, j'ai beaucoup de groupes auxquels je suis inscrit. Je participe peu. De temps en temps, quand j'ai la réponse aux questions, je peux apporter ma contribution. Mais j'ai surtout énormément de gens qui apportent leurs connaissances aussi, qui les publient. Et c'est une source d'échange énorme, quoi. Donc il y a aussi l'idée de se connecter avec les autres et de... L'ouverture d'esprit et la recherche perpétuelle. Faire cohésion sociale, quoi, aussi, un peu. Je pense qu'on peut avoir un exemple aussi qui peut parler à beaucoup de personnes qui nous regardent. C'est pendant justement toute la phase du confinement, on a vu pas mal de gens en fait se mettre à faire du pain, à faire du fromage, à faire ceci, à faire cela à partir de chez eux. Et là, on était typiquement en fait dans, pour moi, le DIY, parce que on fait le pain une première fois, on se rend compte qu'il n'est pas forcément comme on l'aime, donc on va changer quelque chose dans la façon de faire, dans la composition, dans les mesures qu'on prend pour les différents éléments, jusqu'à atteindre en fait le résultat qui se rapproche le plus de ce qu'on recherche en fait. Et on atteint encore une fois justement cette recherche perpétuelle d'amélioration, avec justement cette philosophie aussi où là elle était légèrement différente parce que on ne pouvait pas, donc on fait autrement, mais on s'y retrouve aussi justement, je pense. Voilà, on fait un fromage, il nous reste du petit lait, avec le petit lait on fait une brioche, etc. On est dans cette réutilisation des matériaux qui nous restent et autres pour notre plaisir personnel ou un besoin qu'on avait, quoi. Je vais te donner la parole, Pierre, parce que depuis tout à l'heure, on a une question qui est arrivée. Alors, c'est Shrebi. Bonjour à toi. C'est un convertisseur vers du vidéotexte. Donc, je pense que c'était une question pour toi. Est-ce que ça te parle? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu un mode graphique. C'est sur le langage du Minitel. On peut faire un convertisseur pour justement éviter d'afficher des caractères, mais plutôt afficher des pixels d'une certaine nuance en fait, entre le noir et le blanc. Et donc ça permet d'avoir du dégradé de noir et blanc assez propre, quoi. Et donc c'est le langage du Minitel en fait. D'accord, donc c'est une forme de codage. Oui, c'est ça. D'accord. En fait là, je ne donnais pas grand-chose, c'est pour ça. Dans
dans la machine. C'est un mini PC, hein, c'est un Raspberry, je ne sais pas si vous connaissez peut-être, un ordinateur de la taille d'une carte bleue, et avec un code Python qui permet justement de faire la conversion, mais c'est un petit code maison. D'accord. Et justement, toi, sur la question que j'avais posée avant, sur toutes ces dimensions que ça peut atteindre, est-ce que toi, justement, ça t'a permis d'ouvrir certaines portes intellectuelles, philosophiques? Oui, honnêtement, je trouve que le côté fierté personnelle, c'est un des trucs les plus importants. Quand tu disais que tu pouvais acheter ta machine à 1000 balles et finalement pour 100 euros tu peux le faire, peut-être que ça va te prendre une semaine pour le faire et le perfectionner, mais derrière tu sais que c'est toi qui l'as fait et tu sais ce que ça vaut et tu es fier de ce que tu as fait, quoi. Tout à fait, et puis on sort un produit, on sait comment ça a été fait, on sait le gérer, oui c'est une fierté, et ça permet aussi de l'expliquer à la famille, à l'entourage, de partager sa passion et son goût de ce qu'on fait, quoi. Est-ce que c'est, on va dire, à la portée de n'importe qui? Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je sais que je suis pas du tout bricoleur, donc j'aurais du mal à me sentir capté par ça. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas des freins économiques, des freins au niveau du savoir est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a des revues, des sites qui sont dédiés au sujet en France? Parce que moi, je sais qu'en me renseignant sur ce sujet-là, j'ai vu qu'aux États-Unis, dès les années 20, dès les années 30, il y a des grandes revues qui parlent de mécanique, qui parlent de conception d'objets. Mais est-ce que c'est développé en France? Je sais pas. Je sais pas parce que personnellement, je cherche pas à trouver l'objet qui a été fait par quelqu'un. J'irai pas copier le livre de Yann en disant je vais le faire moi-même. Non, ça m'intéresse pas. Je pars vraiment ce que je disais en introduction. J'ai une idée. Qu'est-ce qui se passe autour? Comment est le marché? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai déjà ou est-ce que faut que j'achète des choses? Et tu parlais de frein économique. Oui, il faut avoir un frein économique parce que sinon on part dans tous les sens, quoi. Mais il faut voir aussi de la place pour pouvoir anticiper le stockage. Bien sûr, toi. Quand on a la possibilité d'avoir quelque chose, tiens, ça, je sais pourquoi je vais l'utiliser, mais il faut que je le stocke en attendant de pouvoir l'utiliser. Mais moi, je vais pas chercher. Enfin, personnellement, je vais pas chercher sur les réseaux cette partie-là. Par contre, la connaissance aujourd'hui, et merci, bien que ce soit extrêmement décrié, l'intelligence artificielle, ça, c'est quelque chose qui me rend un énorme service. Je suis sur un projet actuellement de report d'alarme d'une chaudière avec un envoi de messages sur WhatsApp. J'y connais rien en codage, hein. Mon ESP 8266, je le code avec l'IA. Donc il y a une recherche technologique. Comment fonctionne une IA, comment fonctionne un petit peu un ESP, comment fonctionne un convertisseur Wi-Fi radiofréquence, voilà. Tout ça, c'est avec l'IA que j'ai été chercher. Alors évidemment, il y a plein de sites aux États-Unis qui parlent de ça. Après, il y a la barrière de la langue aussi qui est pas facile à franchir. Donc, depuis que je suis arrivé chez ZGen, j'ai une ouverture sur le monde technique, informatique, numérique, qui s'est décuplée et qui permet de faire encore beaucoup plus de choses. Ça devient dangereux, quoi. Les nuits sont plus assez, les journées sont plus assez longues, quoi. Je pense qu'on a une véritable encyclopédie ou autre, justement, par le biais d'Internet. De toute façon, maintenant, une simple recherche sur un moteur de recherche nous donne des dizaines, des centaines de résultats. On n'a même plus l'habitude, en fait, généralement, de passer sur la deuxième page de recherche. On reste sur la première. Les algorithmes sont de mieux en mieux faits pour pouvoir justement nous amener sur ce qu'on cherche. Et après, généralement, on va débarquer soit sur des forums, soit sur des réseaux, que ça soit en français ou dans une autre langue. On a maintenant les traductions automatiques sur les moteurs de recherche aussi, ce
qui justement enlève une partie de cette barrière de la langue. Alors après, c'est sûr que quand on est sur du langage technique, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'avoir une traduction fiable, mais on a plein d'outils, plein d'atouts pour pouvoir justement tendre vers le do-it-yourself. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça devient de plus en plus en fait à la portée de tout le monde. Et à mon sens, on arrive en fait à avoir 3 freins majeurs à ça. C'est le premier, l'idée. Si on n'a pas l'idée, on ne peut pas le faire. C'est bête, mais c'est comme ça. Ah oui, effectivement. Voilà. La deuxième chose, c'est il faut en fait qu'on ait des connaissances dans les matériaux qu'on va utiliser. Parce qu'un matériau comparé à un autre va avoir des avantages, va avoir des inconvénients. Et après, le troisième frein, à mon sens, est justement ces connaissances et ces compétences qu'on a pour le faire ou avec les machines, avec nos outils, etc. Et encore une fois, les moteurs de recherche sont géniaux parce qu'ils vont pouvoir nous permettre cet apprentissage-là en bien et en mauvais. Parce que justement, voilà... Avec la connaissance et les compétences s'acquiert aussi, à mon sens, pas l'ignorance, mais la non-peur, entre guillemets, des outils. Vu que mine de rien, des outils, des fois, c'est des choses qui sont spécialisées. Il y a des contraintes, il y a des risques à les utiliser. Et à mon sens, c'est surtout par rapport à ça qu'il faut être averti. Si jamais on décide de construire une CNC, si jamais on décide d'utiliser une CNC, ou même un outil plus courant, une scie, etc. Voilà, il y a des risques et il faut en être conscient. Justement là, malheureusement, on voit énormément d'accidents ou de choses qui se passent. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez mis en avant, par contre, sur les moteurs de recherche. Oui, c'est un point, c'est tout à fait bien de le souligner. Le do-it-yourself n'est pas sans risque. Johan, avec le laser, s'il brûle du PVC ou du vinyle ou des choses comme ça, il y a un gaz moutarde qui est émis. C'est corrosif pour la machine, mais le gaz moutarde, tout le monde sait que ça a été sur Verdun, que ça a été balancé sur la Première Guerre mondiale. C'est mortel. Sur ton Minitel, il y a une notion d'électricité aussi, de 220, c'est pas anodin. Dans mon système, je peux faire pourrir ma viande et m'intoxiquer. Voilà. Il y a quand même une base de technique à avoir, à pas partir dans tous les sens, à pas faire n'importe quoi et à être conscient des risques qu'il y a. Il faut bien que le public qui nous écoute pense à ça. En fait, le truc, c'est que quand on va faire des recherches sur Internet, on va vite tomber sur des forums de gens qui s'y connaissent déjà beaucoup. Alors oui, c'est en général les réponses les plus partagées parce que c'est ce qui va direct droit au but. Mais quand on veut commencer dans un domaine, c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre parce que tous les forums, démêler les bonnes informations de ce qu'il faut éviter de faire, de tout ça, c'est vrai que c'est plus compliqué, quoi. Effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais vous poser comme autre question, parce que Internet, c'est vraiment bien, mais à condition de bien savoir l'utiliser, c'est comme l'IA. On a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'il suffit de poser une question et puis la question arrive comme ça. Donc il faut quand même savoir démêler le vrai du faux. Heureusement, il y a des youtubeurs. Alors moi, je sais que j'ai vu ta vidéo de présentation. T'as pas fait des vidéos où tu montres comment tu travailles? Justement, pour ces projets-là, parce que j'ai le rétromaton et cette année j'ai fait la grande sœur. Donc c'est le chromaton. C'est grosse innovation, écran, couleur, tout ça. Mais c'est pareil, j'ai pas fait de vidéo ou même de photos où je montre comment j'ai fait ça, comment ça fonctionne et tout ça. Mais pour les futurs projets, j'y pense de pouvoir vraiment plus partager les étapes de conception et même les échecs, parce que potentiellement ça peut servir à d'autres personnes aussi, quoi. Je crois aussi que on parlait de technique tout à l'heure, aussi bien électrique, mécanique ou autre, mais il y a aussi une technique de gestion de projet. Quand tu as une idée, tu prends pas ton clavier, ton écran et tu vas pas sur Internet. C'est d'abord le papier
qu'est-ce que je veux faire, un croquis, de quoi j'ai besoin, quel résultat je veux avoir, moi je veux atteindre quelle température, quelle hygrométrie, qu'est-ce que j'ai comme matériel disponible. Il y a vraiment une démarche technique à avoir de gestion de projet. Ça va me coûter combien Parce que si tu dis je veux un séchoir, je vais sur Internet. À ce moment-là, tu vas directement l'acheter dans le magasin du coin ou sur Internet, dans les grandes distributions Internet. Le do it yourself, c'est pas je claque dans mes doigts et puis je vais faire quelque chose. Là, on est peut-être on repart dans le bricolage, quoi. C'est le bricolo du dimanche, entre guillemets. Ouais. Le do it yourself, il y a quand même un parcours à avoir dans sa démarche à partir du moment où on a l'idée, qui est assez longue et qui doit être construite techniquement. Une méthodologie à acquérir et à suivre. Mais juste pour ta question de tout à l'heure où tu disais, toi par exemple, tu maîtrises pas ça et voilà, tu disais, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Je pense que si tu veux faire quelque chose, c'est comme dans n'importe quel domaine, tu peux très bien apprendre par toi-même, échouer parce qu'évidemment on peut pas, on n'est pas ingénieur quoi. Mais s'il y a la volonté au départ, tu peux faire tout ce que tu veux quoi. Faut pas avoir peur de se casser les dents. C'est ça. Il faut Tu y aller peux quoi. ne pas être ingénieur, mais être ingénieux. Oui, c'est ça. Exactement, également. Et toi, Johan, parce que tu travailles le bois, tu travailles avec un laser, est-ce que tu as pu faire est-ce que tu as trouvé des vidéos sur YouTube qui t'ont renseigné sur le sujet? Est-ce qu'il y avait des blogs sur lesquels tu pouvais aller pour te renseigner et trouver les informations? Alors je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé, oui, il y en avait, pas autant que maintenant, concrètement. C'est aussi ça, en fait, on tend vers entre guillemets, une vulgarisation et une accessibilité des nouvelles technologies de plus en plus. On l'a vu pour moi, par exemple avec l'imprimante 3D ou autre, où au début c'était vraiment quelque chose qui était vraiment très technique, et de plus en plus, en fait, on tend vers quelque chose qui devient de plus en plus accessible, pas forcément de moins compliqué, mais de plus accessible parce qu'on a plus de compétences, de connaissances, il y a plus de documentation et de connaissances qui sont justement accessibles. Voilà. Donc c'est le cas aussi pour les lasers. Moi, j'ai commencé avec une base de connaissances, de compétences, mais après ça a été essentiellement de toute façon des essais, des échecs, des essais, des réussites. Alors je suis totalement d'accord sur le fait qu'on en apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Voilà. Je sais qu'il y a des parties de mes lasers où justement quand on le règle mal ou quand on fait mal les choses, et cette partie-là on est sûr à 100%, elle casse, elle crame. Ah oui. Voilà. Donc, heureusement pour moi, c'était pas les parties les plus chères parce que j'en ai cramé beaucoup. Mais c'est ça en fait, c'est cette démarche d'apprentissage qui est là pour cette acquisition en fait de compétences et de savoir qui est importante, qui après nous permet justement de se dire voilà, on peut faire telle ou telle chose. Voilà. Mais on ne faut toujours pas oublier, j'y reviens encore, mais cette sécurité, qu'on pense avoir en acquérant cette compétence et ce savoir, elle est relative parce qu'un accident est vite arrivé. Ici c'est parlant, voilà, par exemple une imprimante 3D, si on s'en sert mal ou autre, voilà, qu'est-ce qui va arriver? Le filament il va sortir, on peut casser des parties de notre machine, etc. Un laser, qui sont des machines que j'utilise moi, on est vraiment sur des cas plus extrêmes où si jamais on règle mal notre laser ou si jamais tout simplement on sort de la pièce, c'est quand même un laser, c'est quand même une source de feu. Moi j'ai vu passer depuis que j'ai commencé plein, et j'en vois encore malheureusement, des pièces entières qui ont brûlé, les pompiers ont dû intervenir, des parties de maison qui ont brûlé ou autre. Voilà. Il faut être conscient des risques des outils qu'on utilise, c'est vraiment très important, aussi bien des risques envers nous-mêmes que envers la machine, que envers ce qui est autour, etc. Le fameux gaz en fait qui arrive quand on découpe du PVC. Donc les fameux, que ce soit des tuyaux de tuyauterie, des tuyaux de robinetterie ou autres en plastique, ou sinon pour être plus parlant des 33-45 tours des vinyles en fait, qui sont en PVC. Alors c'est très bien, ça se découpe très très bien, sauf qu'en fait le gaz qui est émis sous l'effet du laser est totalement incolore, inodore, et il est corrosif pour la machine, donc vous mettez en danger votre machine, mais il est toxique pour les êtres vivants.
et vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous le respirez et voilà, vous ne le sentez pas. Mais je peux vous garantir que vous allez partir très rapidement en fait, à l'hôpital parce que vous allez en ressentir très vite les effets. Donc il faut vraiment être conscient de ça et c'est vraiment toute cette méthodologie de recherche-là qu'on a quand on commence un projet pour le do-it-yourself où il faut se renseigner sur comment le faire, mais il faut aussi se renseigner sur comment ne pas le faire. Et ça, c'est important. D'accord, d'accord. Et toi, François, parce qu'avec l'association ZGen, vous êtes quand même régulièrement amené à essayer de réfléchir, à créer des choses, à innover. Est-ce que déjà vous faites des ateliers, des démonstrations? Alors, pour l'instant, on ne fait pas de démonstration. On fait, les gens viennent nous voir, les gens ont l'idée. Hein, et donc après, on a la démarche de création, de comprendre déjà leur idée, de savoir pourquoi ils veulent le faire, comment ils veulent que ça soit fait, quel est l'objectif, et on discute avec eux. Et après, on conçoit l'objet, on fait une première maquette pour voir si ça fonctionne, une deuxième maquette si la première n'a pas fonctionné, et après on propose le produit, quoi. C'est la démarche, en fait, on l'a au quotidien. Ça devient un mécanisme comme faire cuire des pâtes. On prend de l'eau, on met du sel, on fait chauffer l'eau, quoi. Ça devient totalement automatique. Aujourd'hui, les gens qui veulent rentrer dans le DIY au travers de l'association, ils peuvent tout à fait venir et on va les accompagner pour qu'ils gèrent leur idée. Les encadrer pour qu'ils réalisent eux-mêmes leur idée. C'est le but. Je pense que c'est le but d'avoir un Fab Lab, justement. On met à disposition le matériel pour qu'ils puissent venir l'utiliser sans avoir à investir. C'est le but d'avoir des associations aussi comme ça qui existent, parce que c'est vrai que quand on est tout seul, on est beaucoup plus tenté par... enfin, c'est pas tenté, c'est même pas conscient. En fait, on va vers peut-être la facilité, on se pose pas les bonnes questions et du coup, on rentre peut-être dans des cercles vicieux qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de bien faire les choses. On est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Ça, c'est clair. Ça a déjà été démontré maintes fois. On pense avoir la bonne idée et en fait, quand on présente l'idée, on dit oui, mais tiens, mais pourquoi t'as mis ton pignon comme ça? Si tu l'avais décalé un petit peu, il serait peut-être t'aurais peut-être moins de contraintes, ça serait peut-être plus facile à ouvrir. Enfin voilà, je pense que tu as eu cette réflexion-là avec Laetitia quand vous avez travaillé là-dessus. Puis après, on présente au public et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Exactement. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ça définit totalement. Et donc ça, finalement, l'une des dimensions vers lesquelles ça nous permet d'aller, c'est de dépasser sa propre condition individuelle et d'aller vers un peu plus peut-être de vivre ensemble, de faire avec les autres et pour les autres aussi, de penser à la façon de redéfinir l'environnement, de redéfinir la vie de tous les jours, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas, je me suis pas posé la question. Non, mais parce qu'au début quand j'ai regardé sur Internet, il se trouve que c'était beaucoup répandu dans tout ce qui était communauté punk, hippie, les gens qui réfléchissent à vivre différemment de la norme générale. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, ça permet d'essayer de construire autre chose à côté, peut-être. Ouais, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a... Alors oui, il y a des mouvements sociaux comme ça qui reprennent le do-it-yourself pour vivre... en communauté, vivre sainement, vivre au milieu des bois, comme des hommes primitifs peut-être. Moi, c'est pas. Enfin, moi, je vais parler pour moi. Bon, ça n'engage que moi. Moi, c'est pas du tout ça. C'est simplement le plaisir de concevoir quelque chose,
Ce que je disais tout à l'heure, chouette, j'ai inventé quelque chose qui fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Je cherche pas à emmener un mouvement philosophique, une manière de vivre. C'est plutôt un loisir, une occupation qui peut m'apporter quelque chose ou pas. Là-bas, j'ai un anti-stress. C'est une poignée comme ça, quoi. Ça m'apporte pas grand-chose. J'ai le plaisir d'avoir fait, en imprimant la pièce, le taraudage et le filetage directement dans l'imprimante. Et une fois que la pièce était terminée, j'ai tourné un petit peu, ça s'est décollé et ça fonctionnait. C'est tout bête, hein. J'ai suivi un tuto, j'ai appris quelque chose, qu'on pouvait le faire. Le logiciel qui me sert de support pour faire ça avait proposé ce tuto-là. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Et c'est ça le DIY, c'est de découvrir des choses, c'est pas forcément de créer, de suivre quelque chose. Et super, ça fonctionne, quoi. Après, c'est la connaissance de la technique, on va l'utiliser sur autre chose, mais c'est pas le monde de tous les jours. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas pour toi, Pierre, si t'as collé à la secte du rétromaton. Non, c'est vrai que ça peut. Enfin, le DIY, ça a été un peu repris par des groupes un peu politiques, côté un peu anticapitaliste et tout ça. Enfin, moi c'est pareil, dans mon cas, c'est pas vraiment cette démarche-là, c'est plus côté personnel où voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et pareil, tu vois, moi aussi je fais un peu de l'impression 3D. Et t'es sur Fusion 360, non? Non, je suis sur Onshape. Ok. Moi je suis sur SolidWorks. Vieille époque. On pourra en discuter tout à l'heure, voilà. Tous les trois. Mais pour le coup, c'est le côté où tu vas voir un tuto, tu vas essayer de le suivre, et il y a toujours cette constante, le fait d'apprendre en fait en constante évolution à chaque fois, c'est d'apprendre pour soi, du coup. Oui, c'est ça. Parce que tu te dis, c'est des choses qui peuvent toujours te resservir plus tard. En fait. On fait monter notre niveau de technologie, notre niveau de connaissance tous les jours. Scroller sur Facebook, j'ai vu ce matin 2-3 posts que j'ai sauvegardés, il faut que je retourne les voir pour approfondir. Non mais c'est super intéressant. Et en fait, je vous posais la question parce que moi je pense que parfois on peut être amené à avoir l'impression que c'est difficile justement de faire les choses si on n'a pas la connexion vers l'extérieur, vers des gens qui vont nous apprendre, vers des personnes qui vont nous apporter la connaissance, et que des fois on peut avoir l'impression que finalement, la société comme elle est construite, des fois, en sociologie on parle des habitus, pour les choses qui reviennent régulièrement et qui nous qu'on fait tous les jours, en allant sur les réseaux sociaux, en achetant dans les magasins, en concevant des choses, et finalement les habitus, c'est très très difficile d'en sortir parce que ça nous a amené par l'extérieur aussi, par notre environnement autour de nous. Donc je trouvais que c'était quand même intéressant de poser la question. Et avant de répondre au chat, je voulais juste rebondir par rapport à Johan, parce que toi, avec ton travail du bois, tu t'engages quand même à replanter des arbres, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc on ne les replante pas nous-mêmes, enfin, on travaille du coup avec une association qui intervient en fait à plusieurs endroits dans le monde, et donc elle replante des arbres, elle réintroduit la faune qui va avec, et elle crée des emplois locaux pour s'occuper de tout ça. Voilà, le but c'est pas tout simplement de planter un arbre dans la terre, d'attendre qu'il pousse ou quoi que ce soit, voilà, non, c'est de faire toute la démarche qui est autour. Voilà. Du coup, moi je trouve ça intéressant parce que finalement, on a des gens qui font ça pour améliorer leur environnement individuel, et puis il y a aussi des personnes qui ont, en arrivant à passer, on va dire, dans un côté encore plus professionnalisant plutôt, on arrive à tendre comme ça vers justement essayer un peu d'améliorer la vie de la planète. Voilà, je trouve que c'est quand même assez évocateur. Et donc sur le chat, il y avait Sophie
Poppy, donc bonjour à toi, qui posait la question, c'est quoi vos prochains projets? Oula. Alors, top secret. Non, pas forcément. Vis-à-vis de tout ce qui est boîte à mécanisme ou autre, je vais enfin pouvoir attaquer quelque chose qui me tenait à cœur depuis un projet qui commence à durer quand même sur le temps, ce qui est donc là la création d'une boîte en forme d'œuf, mais du coup qui sera mécanisée. Donc là, on est sur une boîte qui est totalement sans angle droit ni rien. Et le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer un mécanisme dedans, donc là, c'est le prochain grand défi. Et pour notre marque de carnet en bois, là où on part vraiment encore plus dans le do-it-yourself, vu que là, avant, on était sur le do-it-yourself, donc faire nous-mêmes les carnets et autres. Maintenant, on veut donner la possibilité, en fait, aux gens de faire eux-mêmes leur personnalisation dedans. C'est-à-dire que ils vont concevoir, entre guillemets, déjà, de toute façon, c'est déjà le cas actuellement, leur carnet en choisissant la couverture, les anneaux, le papier qui est à l'intérieur. Sauf que là, on va maintenant pouvoir leur proposer, ça arrive bientôt, du coup, des accessoires pour qu'ils puissent en fait personnaliser à l'intérieur si jamais ils ont besoin de faire un tableau, de faire un petit peu comme un bullet journal pour ceux qui voient, ou qui a un papier en fait avec plein de points où en fait on va se servir des points soit pour faire du dessin, soit pour du coup tout ce qui est symétrie, ou même tout simplement faire des tableaux, faire des semainiers, faire tout ce qui peut être justement utile pour l'organisation. Là, on va leur proposer en fait des kits pour qu'ils puissent y avoir accès plus rapidement et qu'en fait on n'aime pas ce côté prise de tête à concevoir entièrement ou autre. Voilà. C'est rendre en fait justement le do-it-yourself un petit peu plus accessible par le biais de ces accessoires-là dans notre marque Mon Carnet en Bois. C'est un super projet parce que, on revient à la question de tout à l'heure sur le fait de trouver des supports pour apprendre, le fait de trouver des gens pour apprendre ce genre de choses. Et je trouve que c'est quand même assez positif d'essayer justement de faire sortir ça de l'utilité qu'on en a pour aller le proposer au plus grand nombre. On tend un petit peu entre guillemets à la vulgarisation en fait du do-it-yourself, où là où on était vraiment normalement, voilà, comme on l'avait dit depuis le début, l'acquisition des compétences, des connaissances, etc. Là en fait on condense tout ça vu qu'on propose déjà. On va proposer justement ces accessoires, on va proposer tout ça pour que les gens n'aient pas besoin justement d'acquérir ces compétences, ces connaissances et autres, et qui passent directement en fait à la phase de mise en pratique et la phase la plus agréable qui est en fait le résultat au plus vite. Il y a en plus une réflexion assez pédagogue, parce que c'est justement c'est de faciliter l'approche des gens pour peut-être stimuler la curiosité, la créativité. C'est ça. Après, on est vraiment... Je pense que le do-it-yourself, nous qui avons mis en fait, quand on commençait à mettre le doigt dedans, on s'est fait prendre en entier. Justement, on a du mal à s'arrêter, d'y réfléchir, à s'arrêter, voilà là. Et je sais que cette chose-là, cette perspective-là, des fois peut faire peur en fait, parce que c'est comme à chaque fois en fait, avant de sauter dans le vide, il faut faire le premier pas. En fait, avant de sauter à l'élastique et d'apprécier son saut, il faut déjà en fait se détacher et partir en fait de la rampe, du pont ou autre. Et c'est ce premier pas-là qui généralement est le plus dur à faire et qui est en fait compliqué, qui peut faire peur. Et en proposant ça justement par ce biais-là, on aide les gens à faire ce premier pas et à se rendre compte qu'en fait c'est agréable d'avoir tout simplement en fait une alternative à ce qu'on peut trouver dans la grande surface et quelque chose de totalement d'unique, personnel, vu que c'est nous qui l'avons fait. Donc en fait c'est comme des petits kits, des choses comme ça que tu voudrais pouvoir proposer en fait. Exactement, Ouais. Mais on n'est pas encore une fois en fait sur des kits one shot Oui. où on s'en sert, on jette. Là on est vraiment sur quelque chose qu'on va pouvoir garder, réutiliser autant de fois que nécessaire et qu'on peut en avoir besoin. Oui, pour rebondir là-dessus, moi j'avais plutôt une idée pour coller avec justement le côté Minitel et pouvoir lui donner une utilité. Ça serait de faire comme des petites activités en petits groupes, de pouvoir proposer, faire un premier pas vers la programmation par ce biais-là. Donc de pouvoir expliquer que si on écrit ça sur le programme qu'on fait envoyer et qu'on lance le programme, ça fait ça. Et que du coup, par effet de cascade, on peut... c'est infini en fait, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut
et c'est aussi aider, faire le premier pas avec eux et pouvoir pousser un peu à tenter des choses en fait. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi, quand tu proposes comme ça des activités pour montrer aux gens comment ça fonctionne, enfin je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais il y a peut-être la possibilité de justement se rendre compte qu'il y a des choses qu'on pourrait faire plus facilement, plus rapidement, de façon plus intelligente, mais ça ne nous viendrait pas sans avoir le contact justement avec des gens qui n'y connaissent rien de base. Enfin, toi, Pierre, dans l'association JetGen, tu as peut-être déjà eu justement ce cas de figure. Oui, mais je vois pas trop. Je suis désolé. Non, mais j'ai pas les exemples, quoi. Non, puis des fois on n'y réfléchit pas forcément. Non, c'est pas, enfin, il n'y a pas de souci, oui, mais oui. Moi, je pense que je l'ai l'exemple, concrètement. Je l'ai pour toi. Tu vois. Non, parce que tout à l'heure tu disais justement les gens viennent te voir pour vous demander quelque chose, mais quand justement ils vont se rendre compte que vous pouvez le faire, quand ils vont se rendre compte que vous pouvez leur proposer ça, faire un objet dont ils ont besoin, et ben ça va leur ouvrir en fait une perspective. Ils vont se dire mais telle pièce par exemple machin ou autre ou cet appareil là il me manque ça, ou alors j'ai cassé ce petit embout là, ou tout simplement je sais pas moi une cafetière Senseo, on a deux dosettes, on a deux trucs, un machin pour une tasse, un machin pour deux tasses. J'en ai vu dans le commerce où justement on peut ranger ça, mais moi j'ai pas la place, ou je l'aimerais le faire différemment. En fait, c'est leur ouvrir ces perspectives-là par l'association ZGN à mon avis. Tu as tout à fait raison, parce qu'en plus on l'a fait, mais c'est même pas monté à l'esprit tout de suite, parce qu'on a fait des pignons pour une tondeuse autotractée, on a fait qu'on appelle ça des numéros pour des chambres d'hôtes, on a fait des boîtes à savon, on fait plein de choses comme ça, mais je suis désolé, j'ai pas eu tout à l'heure le réflexe le réflexe n'est pas monté à l'esprit, je vais pas y arriver, c'est la fatigue de l'installation qui ressort. Mais l'association pour ça justement apporte beaucoup de choses et permet de croiser les connaissances et les idées. C'est une porte ouverte sur le DIY. Les gens vont venir nous voir et peut-être après, voyant ce qu'on peut faire, vont se mettre entre guillemets à leur compte sur le DIY. Je pense que c'est ce qui peut arriver de mieux justement à ce genre de pratique, puis c'est comme ça qu'on voit évoluer en fait une pratique culturelle, façon d'assembler les choses, de réfléchir à son environnement. C'est pour ça que je te posais la question. Et toi, Pierre, tu avais parlé tout à l'heure de la grande sœur, là, parce que tu as le rétromaton, oui. Et il y a autre chose que tu as fait en plus. Est-ce que tu peux en parler un peu ? Alors, du coup, tout a commencé avec le Minitel. Donc en fait, il a fait quelques petits salons comme ça. Merci ZGen pour l'invitation. Mais au fur et à mesure des présentations du produit, je me suis dit, ça serait bien de pouvoir proposer quelque chose de supérieur. Donc en fait, d'évoluer un peu dans les années. Là, ça fait un peu années 80, Minitel. Donc je suis passé aux années 90 et j'ai fait une boîte un peu sous forme d'écran cathodique. Vous voyez, en termes de taille, c'est un peu plus gros. Et avec dedans tout ce qui est fait pour faire un photomaton un peu plus classique. Donc il y a un appareil photo, un vrai réflexe, un écran, une imprimante couleur pour le coup, et un tout nouveau programme qui n'a rien à voir avec le Minitel. Et comme ça, maintenant, je peux aussi proposer ça, un photomaton qui peut permettre de faire des photos un peu plus grandes et toujours dans le côté où tout est fait main, 100% maison et voilà. Et pour le coup...
Ok, et pour rebondir sur notre chat, je vois que Watch Loot avait posé la question, et donc déjà bonjour à toi, est-ce que le papa de Pierre l'a aidé dans ses projets? Je sens que c'est une question... Non, pas du tout. Bah, c'est vrai que c'est quand même une source, c'est une source d'inspiration parce que je suis quand même bien entouré. C'est vrai que mon père a aussi des maîtrises dans l'informatique et aussi cet esprit un peu innovateur de tiens, ça serait bien si on pouvait faire ça. Quand on parlait des plusieurs versions, c'est pareil, ça serait bien de pouvoir rajouter ça ou de faire ça. Et c'est vrai, ça part d'un petit croquis sur une feuille. Comme ça, un repas, et puis ça finit à commander des planches, le découper, faire l'assemblage et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même une inspiration, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas vous, qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce que vous faites, mais je suis présentateur maintenant. Oui, non, t'inquiète, je rebondirai après sur... Ok. J'avais envie de te poser une autre question, mais je vais laisser Johan prendre la parole. Moi, pour les boîtes, très concrètement, on va dire que c'est les casse-têtes. J'adore les casse-têtes, mais je déteste les faire. C'est bête, hein, mais pourquoi? Parce que j'adore tout le mécanisme, toute la réflexion, etc. qui est derrière, mais je déteste passer, par exemple, 30 minutes à le faire. Ou quand on avait, par exemple, un casse-tête en forme de boîte, et quand on a fini le casse-tête, en fait, il nous reste un tout petit espace pour stocker quelque chose. Donc déjà, on prend du temps. Si jamais on veut récupérer quelque chose qui est vite ou autre, voilà. Quelqu'un a fait la réflexion un petit peu plus tôt dans la journée. Je vais offrir ça à mon ami, il va s'en servir de pilulier, mais il a intérêt à aller vite pour l'ouvrir. Effectivement, s'il a besoin de ses pilules, il vaut mieux aller vite. Et voilà, moi je suis parti en fait de cette idée-là en me disant je veux des boîtes, des belles boîtes avec des mécanismes un petit peu comme les casse-têtes, mais qu'on se prenne pas la tête à les ouvrir. Ouais. C'est-à-dire que quand on sait les ouvrir, c'est un plaisir en fait, et pas une contrainte, on va pas passer 3 quarts d'heure dessus. Voilà, et c'est de là moi que j'ai pris mon inspiration. Okay. D'accord. Et toi, Pierre? François. Oui, François. Fatigué aussi. Alors moi, j'ai pas d'inspiration. Je disais tout à l'heure, papy Géo trouve tout, bricoleur devant l'infini. C'est l'envie de découvrir une technique, de découvrir comment ça marche et d'utiliser cette technique pour faire quelque chose. Moi, je parlais de mon séchoir tout à l'heure. J'avais acheté à l'époque des modules domotiques pour commander. Là, j'ai un autre frigidaire. Je sais que le thermostat est mort. Je l'ai récupéré. Ça fait 1 an et demi qu'il est dans le sous-sol. Il commence à prendre de la place. Mais là, je vais partir sur un ESP pour pouvoir améliorer la gestion de mes capteurs et remonter les informations sur Home Assistant et avoir sûrement beaucoup plus de possibilités. Et j'espère plus de stabilité parce que je n'en avais pas trop. Beaucoup plus de possibilités de gérer mon installation. Donc je vais monter en gamme dans la découverte de la technique. Il va falloir que j'apprenne à programmer, à assembler, à connecter tout autour de l'ESP. Voilà, c'est découvrir autre chose. Une fois que j'ai fait le tour, je sais à peu près comment ça fonctionne, à la limite ça m'intéresse plus. Ou alors je vais l'utiliser pour faire un autre projet, quoi. Mais voilà, je vais pas chercher à aller au fond de la technique sur un petit créneau. Je préfère avoir une petite connaissance, mais sur un grand périmètre et pouvoir naviguer. Voilà, c'est du loisir, c'est du passe-temps. Oui, puis c'est la curiosité à l'état pur. Voilà. À l'état pur, c'est que finalement ça t'amène à autre chose, qui t'amène à autre chose. Et puis si j'ai une idée, je dis tiens, si je reprends l'ESP, est-ce que ça va être suffisant? Je recherche un petit peu la technique. Et puis non, il y a quelque chose de plus intéressant, donc je vais dévier un petit peu vers l'autre voie. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et je me retourne vers Pierre cette fois, le vrai Pierre. François, et du coup, ton papa, il avait un métier qui est en lien avec ça? C'était pareil, une passion Il travaille en fait dans l'informatique. Donc plus dans le paramétrage, tout ça. Mais il y a quand même ce côté, comme on parlait au tout début, côté bricoleur, ça vient de là aussi. C'est le fait de pouvoir utiliser aussi les machines de papa pour pouvoir faire tout ce qui est découpe de planches, assemblage. Et puis quand j'ai besoin aussi, je sais que je peux demander de l'aide parce que je peux avoir du soutien de ce côté-là aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'est... D'accord, mais après je vois que c'est quand même... Ça a l'air quelque chose d'assez ancré dans votre famille parce que
il y a aussi ta sœur là-bas qui fait des dessins. Et ça, quelque part, c'est un peu aussi du DIY. Bah, donc enfin, ça a l'air d'avoir le virus a l'air de s'être propagé dans toutes les branches. Oui, c'est un petit peu ça. Hein. Là, dans les dernières choses qu'on a faites, on a pu, en lien entre ce que moi je peux faire et que le dessin qu'elle a fait, j'ai récupéré une vieille télé cathodique qui sert plus à rien maintenant. Je l'ai démontée, je lui ai donné juste la partie plastique extérieure. Je lui ai dit, bah vas-y. Fais ce que tu veux dessus, tes dessins et tout ça, et comme ça, après je le rassemblerai et on pourra le mettre pour les conventions, pour faire tourner sur l'écran cathodique qui fonctionne encore pour l'instant, faire tourner des créations, des choses comme ça. Donc là, bah, il est sur le stand là-bas, et au moins comme ça on peut lier aussi les différentes cordes à nos arcs, parce qu'on ne sait pas tout faire évidemment. Mais... Ah oui, évidemment, c'est tout à fait ça. Et puis toi, Johan, tout à l'heure, en passant à ton stand, tu me parlais des différents matériaux que tu avais travaillés. Parce qu'il n'y a pas que le bois, finalement. Il y a les os aussi. C'est ça. En fait, avec les lasers, c'est vraiment un domaine qui est très vaste. Il y a plusieurs types de lasers différents qui travaillent des matériaux différents et on arrive à travailler en fait énormément de matériaux. Alors, certes, comme on a vu tout à l'heure, on a des matériaux qui sont interdits parce que toxiques, corrosifs, etc. Mais c'est vraiment une toute petite partie. On peut, avec un laser, donc là, le bois, oui, on peut faire travailler sur du verre, sur du miroir, du papier, du carton, du tissu, du métal, de la pierre et même du coup de la corne et de l'os. J'ai un guitariste, moi, qui m'a ramené des médiators en corne et en os pour que je puisse lui personnaliser en fait. Voilà. Je travaille pour une communauté de communes sur du coup, donc là on est sur un projet métal et bois où en fait on conçoit du coup des médailles d'honneur avec du relief, comme des vraies pièces de monnaie. Du coup on est sur du laiton, en gravant en fait par définition graver, c'est enlever de la matière. Donc en fait en enlevant successivement des couches de matière, on arrive en fait à venir donner un vrai relief comme une vraie pièce de monnaie encore une fois. Cette fois c'est sur du métal. Voilà. Et maintenant les technologies vont de plus en plus loin vu qu'on s'est rendu compte que sur certains métaux, en fait, suivant la composition du métal, on arrivait à faire des gravures en couleur. En fait, voilà. On est donc, pour, on va dire, vulgariser un petit peu la technique sur l'oxydation des atomes de chrome sous l'effet du rayon de la chaleur, en fait, par le laser. D'accord. Donc il y a cette idée des nouvelles technologies, c'est intéressant parce que, enfin, ça doit régulièrement. Vous devez avoir, je pense, tous les trois, l'œil un peu sur les nouvelles choses qui se font, sur les nouvelles trouvailles, sur les gens qui essayent de revenir en arrière pour redécouvrir des vieilles façons de faire, pour les remettre à jour. Et tout ça, ça doit être super, stimulant pour la tête. C'est surtout beaucoup de temps. C'est ça le problème du DIY, c'est qu'on n'arrête pas en fait. On est tout le temps à la recherche de solutions, d'idées, de voir comment font les autres. Comme tu dis, soit se tourner vers des nouvelles technologies ou revenir en arrière, faire un pas en arrière en se disant bon, on a loupé quelque chose, il faut qu'on revienne en arrière et qu'on reprenne la progression. Comme dans la nature, comme dans la nourriture, comme dans tout ça. Les cuisiniers font la même chose. Donc oui, ça prend beaucoup de temps et il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans cette spirale-là parce qu'on s'enferme aussi. Hein. Tu parlais tout à l'heure des recherches, de pas rester sur la première page, pas aller trop loin, bien poser la question, sinon on part dans tous les sens et on n'arrive pas à se canaliser sur l'objectif que l'on a, quoi. Le DIY, c'est simple, mais c'est très compliqué. On peut très bien partir en live. Non, mais je vois bien de quoi tu parles, parce que c'est vrai que à partir du moment où on est passionné par quelque chose, on aurait tendance à essayer d'accumuler, à essayer d'en prendre un peu partout, et ça nous... Enfin, c'est l'un des défauts aussi de la société actuelle. De toute passion aussi. De toute passion, c'est le fait des fois de vouloir tout simplement accumuler tout autour de soi. Et en fait, à la fin, on ne fait rien.
Exactement. Et tu voulais rebondir, Johan? Bah, en fait, le DIY, c'est pas forcément faire quelque chose vite, c'est faire quelque chose bien qui nous correspond, qu'on aime. Ouais. Mais du coup, généralement, quand on cherche, quand on a une idée en tête, eh ben, on va réfléchir avec déjà les compétences et les connaissances qu'on a de base. Voilà. Sauf que du coup, si on veut le faire de telle sorte et qu'on n'a pas ces compétences, on va aller les chercher. Demander à un menuisier, demander à un soudeur de faire un escalier, ils ne feront pas le même escalier. Il y en a un qui va le faire en bois, l'autre qui va plutôt avoir tendance à le faire en métal. Mais demander à un menuisier de faire un escalier en bois avec du métal, dans ce cas-là, et s'il n'a pas de compétences dedans, il a deux choix. C'est soit il va se rapprocher du soudeur pour faire la partie en métal, donc soit il va apprendre à le faire. Voilà. Encore une fois, on est sur de la vulgarisation pour vraiment tout le monde puisse comprendre, mais pour moi, c'est ça. En fait, on ne cherche pas forcément l'efficacité, c'est le résultat qui compte, le chemin qui y va, c'est vraiment plus une aventure entre guillemets qu'autre chose, quoi. Ouais, je pense que effectivement le mot aventure, il est pas mal parce que c'est le fait de se perdre, mais de toujours se retrouver parce qu'on va à droite et à gauche en fonction des choix qu'on prend et on doit pouvoir. Enfin, des fois, on doit se dire merde, comment que j'ai fait pour en arriver à ce niveau-là. Et là, je vois une question, enfin, une réaction à ce que tu as dit tout à l'heure, Pierre. Je trouve ça rigolo. C'est une TV cathodique, ça sert à tous les rétro-gamers. Toi, tu es rétro-gamer ou... Alors, justement, avec mon père, on a récupéré une vieille carcasse de borne d'arcade. Et pour le coup, on l'a retransformée en mettant un ordinateur dedans, avec une bonne carte graphique pour pouvoir faire tourner des jeux un peu plus récents. Et du coup, maintenant, c'est dans le salon. Et c'est vrai que c'est cool en soirée, comme ça, on peut juste la brancher, l'allumer et puis faire des petites parties de Street Fighter ou de Smash. C'est marrant, quoi. Honnêtement. Puis aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde en soi, le rétro gaming. Juste un Raspberry, maintenant, ça coûte quasiment rien. Une télé cathodique, il y en a forcément une qui traîne chez les grands-parents ou quoi. Et puis le logiciel, il n'y a rien à coder. En soi, c'est vraiment comme installer Windows sur un PC. On met une micro SD sur un ordinateur, on clique sur un bouton et puis on le lance, c'est tout. Ça permet de lier les différentes passions. Tout à l'heure, on avait François qui nous parlait de sa passion pour la bonne nourriture. C'est un peu pareil, finalement. C'est pareil. Et l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. Et sinon, si le DIY, enfin si le projet que l'on veut faire n'est pas agréable, déjà je ne suis pas sûr qu'on ait l'idée de base. Parce que si on n'est pas attiré, on n'a pas l'idée. Et puis après, c'est envie de bien faire la chose et que ça profite, qu'on ait le but qui arrive et qu'on puisse le reproduire, le plaisir. En fait, le plaisir de brancher la borne d'arcade et puis d'avoir quelque chose, le plaisir de sortir un beau livre un beau livre mécanique au bout de 2-3 essais, versions différentes, le plaisir d'avoir des bonnes pâtes avec du lard fumé dedans, ou alors une raclette avec sa viande séchée, fumée. Voilà, c'est ça en fait, c'est jouir de la vie. Oui, exactement. C'est joueur de la vie, parce que finalement, enfin, c'est peut-être ce qu'on oublie bien souvent, c'est qu'on est emporté dans les effets de mode, dans les petites choses qu'on nous place à droite et à gauche pour nous pousser à avoir des réflexes qu'on n'aurait pas sinon, et finalement, on oublie presque soi-même. Tu parlais des mouvements américains tout à l'heure qui avaient récupéré le DIY, mais en fait on se crée peut-être son mouvement personnel et le savoir-vivre, le plaisir de vivre et de jouir des choses, c'est tout bête en fait. C'est tout bête. Oui, exactement, parce que souvent il y a l'effet d'aliénation qui peut venir de la politique, de l'économique, c'est assez dévastateur et on découvre aujourd'hui dans une société qui va pas très très bien. Ou des médias aussi qui tapent fort. Et aussi, également. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la question. La joie de vivre.
Exactement. C'est presque le plaisir de vivre, de créer, c'est presque le bout de la fin, quoi. C'est ça, c'est le mot de la fin, le plaisir de faire pour soi-même. Avant de faire pour les autres. Tu voulais réagir, J'ai Pierre ? juste peut-être une remarque là qui me vient, mais est-ce que le côté DIY, ça serait pas pour laisser une trace aussi de ce qu'on a fait, tu vois, pour même les générations d'après, ou on sait pas, peut-être que ce qu'on fait, ça peut servir par la suite à d'autres personnes, quoi. Oui, exactement. Et c'est vrai que autrefois, quand les gens dans leur ferme construisaient des bâtiments pour sécher la viande, par exemple, il y avait l'idée quand même on le fait déjà pour soi, mais pour les générations qui suivent. On devait se dire aussi, même inconsciemment, je le fais pour les autres aussi un tout petit peu, quoi. Voilà. Non, je suis totalement d'accord. Bon, parfait. Je pense qu'on va clôturer si vous avez plus de choses à dire. On va remercier les gens sur Twitch. Donc il y avait Omega 10, Shrebi, Watch Loot et Sophie Poppy qui sont intervenus, donc on les remercie. On sait que sur Twitch, il n'y a pas forcément toujours plus d'intervenants, enfin pour les petites chaînes comme celle de ZGen. De toute façon, on retrouvera cette table ronde-là après sur YouTube. Sur YouTube. Et donc on pourra... faudra qu'on surveille pour pouvoir apporter des réponses éventuellement aux questions. Exactement, on essaiera de remettre les informations personnelles des différents intervenants pour qu'ils retrouvent le travail des uns et des autres et qu'ils puissent en découvrir toujours plus. Après, le Créatex a commencé hier soir. C'était l'inauguration, oui. Tout à fait, avec un concert qui va aussi être disponible sur YouTube. Tout à fait. Et puis je pense aussi que les finales de tournoi cet après-midi, le tournoi Préandis, et je ne sais plus quel est le tournoi, ah non c'est pas affiché, qui est organisé par le CN cet après-midi, seront retransmises. Demain il y a Loulou et Rouquin, je ne sais pas qui c'est. Ah oui, moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Apparemment, c'est deux roues qui viennent pour présenter de la pop culture. C'est assez étonnant. Oui. Mais on parlera de l'anthropomorphisme, le fait de représenter des animaux avec des caractéristiques humaines. Donc on parlera de littérature, de cinéma d'animation, de séries, de jeux vidéo. Et ça risque d'être encore très passionnant. Et donc demain, deuxième journée, on retrouvera Johan et puis Pierre sur leur stand. Et puis la présentation aussi du Fab Lab de ZGen qui permet d'avoir une ouverture sur le DIY. Exactement. Du coup, c'est la fin. C'est la fin. Voilà. Merci à tous. Merci à vous d'être venus. Merci à Johan et Pierre d'avoir participé. Qui nous ont écoutés, d'avoir écouté. Merci pour l'invitation, c'était sympathique. Avec plaisir. Allez, on rend l'antenne. On rend l'antenne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.